pas s'il y a des propriétaires de moulins dans l'assemblée, mais il y a aussi cette question à se poser. Les rivières, quand les moulins ont été créés, on était dans une période liée au petit âge glaciaire. Donc, qui dit petit âge glaciaire dit beaucoup d'eau. Donc, si on a beaucoup d'eau, on peut avoir des bras multiples parce qu'on a beaucoup d'eau pour les alimenter. Et on peut mettre en place des moulins pour des raisons, tout ce qui est lié à la farine ou tout ce qui est lié aux activités sidérurgiques. Enfin, voilà, on peut avoir des moulins. Aujourd'hui, on est dans une période où on ne sait même pas comment on fait pour alimenter déjà la rivière principale. Et il faudrait réussir à alimenter des autres bras encore. Donc à un moment donné, il y a toute une réflexion à avoir sur si je dois alimenter qu'un seul bras, parce que ça va finir par arriver, si je dois alimenter qu'un seul bras, lequel je vais choisir? Lequel a le plus d'intérêt dans son fonctionnement, dans sa qualité à être alimenté? Dans l'avenir, il va falloir se poser ce genre de questions. On sera en période estivale peut-être plus capable d'alimenter tous les bras qu'on voit aujourd'hui pour nos rivières. Donc imaginons, voilà, un enjeu pour 3 demain, ça sera de se dire si je dois choisir. Alors en hiver, il n'y aura peut-être pas forcément de soucis, et au contraire, les autres bras vont fonctionner parce que si jamais il y a une crue qui arrive, ça pourra permettre d'en absorber un morceau. Mais en période estivale, si je dois n'alimenter qu'un seul tracé, j'alimente lequel? Quel est celui qui a le plus d'enjeux, qui a le plus de caractéristiques à être alimenté, quoi. Ouais. Alors on a quand même la chance que sur la Seine, il n'y en a pas tellement. C'est pas une des rivières les plus aménagées sur le territoire au bois. Mais c'est pas une des rivières les plus aménagées. La Seine et l'Aube, on peut faire plusieurs kilomètres avant de croiser un ouvrage. Sur l'Aube, jusqu'à 40 kilomètres sans croiser un seul ouvrage. La Seine, on va avoir la sortie de Barberet et le prochain ouvrage, après, ça va être Claile. Ah ouais, il y avait Pin, mais Pin il est effacé, donc il n'y a plus. Après, c'est Claile. Et après. Non, mais avant. Et avant c'est plutôt. Ouais, voilà. Bar-sur-Seine, Chappe. Voilà. Mais ils sont quand même globalement assez espacés. Sur l'Essonne, je vous donne juste l'exemple de l'Essonne, c'est un moulin inférieur à 1 km. Donc, on est quand même pas trop mal logé. Sur la Cléry, qui est une petite rivière affluente du Loing, c'est un ouvrage tous les 800 mètres. Alors, pour les moulins, c'est très compliqué parce qu'on a plusieurs enjeux qui viennent se mêler. On a d'abord ce qu'on appelle la continuité écologique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit caillou, il doit pouvoir accomplir son cycle de l'amont à l'aval. Donc s'il tombe sur un moulin, il est un peu bloqué aujourd'hui. Alors il y a des moulins qui sont bien aménagés, qui peuvent permettre au caillou de descendre, mais pas tous. Ensuite, vous avez les poissons. Le poisson, lui, il va aller de l'amont vers l'aval, mais il va aussi de l'aval vers l'amont. Donc il doit pouvoir remonter. Et sauf si on a des poissons de compétition, c'est rare qu'ils sautent plus de 30-40 cm. Donc un ouvrage, ça devient vite bloquant pour le poisson pour remonter, pour accomplir son cycle de vie, éventuellement aller se reproduire. Donc ça, c'est ennuyeux. Ensuite, vous avez le point de vue du propriétaire de moulin. Il a acheté un moulin, c'est que quelque part, il a un lien avec l'eau et que du coup, c'est un aspect patrimonial, un moulin. Mais comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, on va avoir peut-être des difficultés à mettre de l'eau dans tous les bras. Alors, avoir acheté un moulin pour pas qu'il y ait de l'eau en dessous, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, effectivement, on entend aujourd'hui parler de l'effacement de ces moulins parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent se mettre en place. Cette fameuse directive qui dit que on doit pouvoir laisser le sédiment descendre et les poissons descendre et remonter. Ça, c'est une première chose, c'est une obligation. On doit se mettre en conformité par rapport à ça. Donc ça, c'est un premier enjeu. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on supprime l'ouvrage. Il y a différentes choses à envisager. La suppression, c'est parce que l'ouvrage, il n'est plus en fonctionnement. Mais si c'est un ouvrage qui produit de l'hydroélectricité, il va devoir être équipé. C'est tout. C'est ce qui est possible. Il n'y a pas de contradiction avec ça. Donc, on entend beaucoup parler de suppression d'ouvrages, mais il faut savoir que quand on va sur ces idées-là, il y a des études qui sont menées parce que, ou comme vous le disiez tout à l'heure, un ouvrage, ça fait une retenue d'eau. Alors, les retenues d'eau, au niveau des ouvrages, c'est quand même pas super efficace parce qu'on retient artificiellement de l'eau, donc on a l'impression d'avoir de l'eau. Sauf que quand il fait des chaleurs comme aujourd'hui, ce que vous retenez, c'est tout ce qui va s'évaporer en fait. Donc au final, c'est un peu aléatoire. Il vaut mieux de l'eau qui coule, qui s'infiltre, et là vous la gardez pour de vrai.
alors que vous mettez un ouvrage et vous faites une retenue d'eau, c'est de l'eau qui stagne et qui s'évapore. Donc là, vous en avez perdu un morceau. Donc, c'est pas si scientifiquement bon, on va dire, d'essayer de maintenir un petit peu ça, quoi. Mais par contre, ça crée des fois des zones humides. Du fait d'avoir retenu l'eau à une cote un peu supérieure, on a des zones humides. Et du coup, si on enlève l'ouvrage, on déconnecte une zone humide. Et du coup, on perd en biodiversité parfois. Donc, il y a un effacement d'ouvrage, ce qu'on appelle un effacement d'ouvrage, ça se fait jamais à la légère. Il y a toujours une batterie d'études pour analyser tous les tenants, tous les aboutissants avant une prise de décision pour des travaux éventuels. Après, je reviens sur cette affaire, l'ouvrage, il maintient une zone humide. Comme je vous disais tout à l'heure, si on reprend le fonctionnement global de la rivière, dans son cycle de vie à elle, donc à l'échelle de temps géologique, elle va détruire des formes et elle va créer des formes. Sauf que comme l'homme il s'est implanté dans les vallées, quand la rivière elle détruit des formes, il n'est pas tellement d'accord. Donc voilà, donc quand on va perdre une zone humide, comme on sait qu'on ne va pas en regagner une autre, c'est devient problématique. Alors que si la rivière, elle faisait son travail de dépenser son énergie, comme je vous l'ai expliqué, il y aurait des endroits où on perdrait des zones humides, mais ce ne serait pas grave, parce qu'il y a des endroits où on en gagnerait d'autres. Aujourd'hui, à l'échelle de l'homme, les choses sont assez figées, et perdre une zone humide, du coup, ça devient grave.